Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Voici le Crédit Agricole Immobilier et Marc Oppenheim à notre micro pour un épisode très riche. Au cœur d'une réflexion qui a donné naissance à un appel à candidature pour penser la ville de demain, le Crédit Agricole Immobilier agite le milieu des startups pour répondre aux défis posés par la densification de l'urbanisation, l'urgence environnementale, les évolutions du bâtiment et la diminution de l'impact carbone des projets immobiliers. Tout cela méritait bien que de jeunes têtes entrepreneuriales pensantes et innovantes jouent le jeu. Voici Marc Oppenheim pour nous en parler. Marc Oppenheim, bonjour. Bonjour. Diminuer l'impact carbone des projets immobiliers, voilà un objectif qui s'installe progressivement, mais je pense assez fortement dans le discours des professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Selon vous, est-ce que c'est un défi, une urgence ou une priorité ou autre chose ? Je pense que c'est un exercice d'équilibriste, donc je vais essayer de faire un petit pas de côté. Oui. Je me méfie toujours un petit peu des absolus. Donc bien sûr, le phénomène d'urgence est dans tous les esprits, mais les urgences sont multiples et les intérêts sont souvent opposés. Et je pense qu'on fait face à des enjeux contradictoires, comme assez souvent sur les besoins fondamentaux de l'humanité, oui. Le logement en est un. On a un impératif de suivre finalement les mouvements de la société, dans sa composition, dans son nombre, dans ses habitudes, et en même temps de tenir compte de cette urgence climatique. Et donc la complexité, c'est important, oui c'est vital, mais il y a plein d'autres choses qui sont vitales aussi. Derrière la question de la diminution de l'impact carbone des projets immobiliers, il y a aussi des questions plus larges peut-être. On parle de la ville, cette ville qu'on aimait tant avant et qu'apparemment on n'aime plus du tout. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à la définir d'abord avant de vouloir la redéfinir ou de l'envisager ? Je pense que je vais prendre deux, trois axes aussi, histoire de pimenter un peu le débat. Oui. La ville, c'est d'abord une association dans l'espace et dans le temps d'une communauté. Donc on peut la définir de plein de manières, mais enfin c'est quand même un lieu déjà où on est ensemble. Deuxième axe d'analyse, la cité. J'aime beaucoup cette idée-là de la cité qui porte en plus de la ville une organisation sociale. Oui, politique. Et politique, oui. Mais c'est pareil. Oui, c'est la même chose en grec. C'est ce qui régit les rapports humains. Et donc on voit bien qu'au travers d'un endroit où on vit ensemble, il faut des règles pour le vivre ensemble. Et donc ces règles-là, dans toute leur complexité, toute leur beauté, c'est ce qui fait la ville. Il y a aussi, dans les questions sur la ville, des questions de bien-être, de bonheur. J'ai tendance à penser que dans la durée, Darwin fait son œuvre et que quel que soit l'état dans lequel, un peu stable, dans lequel une société se trouve, c'est qu'elle y trouve son compte. Et toutes ces parties prenantes, d'une manière ou d'une autre, y trouvent son compte. La ville a plein d'inconvénients par rapport à la campagne, en tout cas rêver. En fait, si les gens y vont, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. Elle a aussi beaucoup de visages, et ça on l'oublie souvent. Oui, mais c'est toujours le sujet de l'équilibre entre l'individu et le collectif. Alors, justement, vous souhaitez redéfinir ou définir la ville de demain au Crédit Agricole ? Bon, on va être modeste, y contribuer. Y contribuer. Et vous avez lancé un appel à projet pour inventer la ville de demain. Inventer, c'est un mot fort quand même. Oui, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment comment la société va bouger. Et donc, très modestement, l'idée derrière cet appel à projet, c'était de voir ce qui frétille au sein d'entrepreneurs qui ont des idées. Et on l'a voulu sciemment très très large, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit qu'on veut travailler tel ou tel axe plutôt qu'un autre. On s'est dit, voilà, vous avez des projets qui vont venir modifier la manière dont on construit, dont on habite, dont on fait évoluer la ville. Racontez-nous votre histoire. Quelles ont été vos priorités dans la menée de ce projet ? L'ouverture. Je dis, on a visé large. On a volontairement pas pris d'axe.
On a fait une espèce d'inventaire à la Prévert, j'aime beaucoup la poésie. Et donc on a listé toute une série de thèmes qui pouvaient les intéresser et on leur a dit et tous les autres nous intéressent aussi. Donc vraiment, voir large, c'était notre première priorité. La deuxième priorité, qui est un petit peu concrète parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, c'était de se dire là-dedans, qu'est-ce qui a des chances d'éclore dans les prochaines années. Et donc on s'est fixé une espèce de degré de maturité des idées, en essayant de ne pas prendre, en tout cas pour cet appel à projet, celle qui était vraiment à l'étape du concept, et de ne pas non plus aller chercher forcément des idées qui étaient bien lancées dans des entreprises bien structurées, qui ne demandaient que du capital, parce qu'il y a des tas de vecteurs pour ça. Êtes-vous certain de ne pas avoir raté une idée folle et révolutionnaire ? Je suis sûr que si. Alors là, c'est sûr qu'on en a raté plein. Et puis qu'il y en a des milliers qu'on n'a pas vus. On devait en choisir 3, je me suis fait gronder par mes équipes, on en a choisi 4 parce qu'il y en avait 4 au moins. Et puis même les autres, j'aurais bien aimé aussi les accompagner. Voilà, mais oui, bien sûr, on en a raté plein. Oui, j'ai été assez marquée par l'une de vos phrases d'ailleurs, puisque avant d'évoquer les projets retenus par le jury, et d'ailleurs vous en avez choisi 4 et pas 3 comme prévu initialement, eh bien, vous avez affirmé que tous les projets étaient importants, intéressants, qu'ils retenaient l'attention du Crédit Agricole Immobilier et que tous pourraient au fond trouver un intérêt. On est parti, je vous l'ai dit, très large. On a eu, je crois, une 60aine d'entreprises et d'équipes qui ont postulé. On a fait un petit tamis, le premier qui n'était pas forcément que sur la pertinence, mais aussi sur la maturité, parce qu'on voulait des idées qui soient ni trop à l'état de concept, ni trop avancées. Et après ça, on a travaillé de manière à mélanger les équipes. Donc chaque start-up avait son mentor dans les équipes du Crédit Agricole, qui s'en est fait d'ailleurs un champion très 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 démonstratif dans l'intérêt qu'il portait à son poulain. Donc ça a été assez dynamique, hein, le process, jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière sélection et au pitch finaux. Donc oui, c'était assez, c'était dynamique et puis c'était marrant de le faire avec un team, quoi, une équipe interne externe. Ça rajoutait je dirais à la rigueur ce regard un peu croisé et le côté advocacy qui me plaisait beaucoup. Oui, vous êtes joueur, non ? Oui, je suis joueur au sens ludique du terme. Oui, c'est ça, oui. Alors le jury a quand même primé seulement 4 entreprises, parce que si on vous écoute, qu'est-ce que c'était dommage de devoir en choisir. Quelles sont-elles, ces entreprises, et quels sont leurs apports ? Alors, pas forcément dans l'ordre, mais on a d'ailleurs la diversité des thèmes qui ont été abordés est assez, je trouve, intéressante parce qu'elle reflète bien, je dirais, un peu notre objectif du départ. Et on ne s'est pas forcé, hein, il n'y avait pas de quota, on s'est dit on prend une comme ça. C'était vraiment ce qui a le plus percuté dans la dernière présentation. On a une entreprise qui est hyper terre-à-terre, qui a une idée qui est... J'allais dire bête comme chou, mais encore faut-il l'avoir et la mener jusqu'à la maturité industrielle, qui est de se dire que quand on prend sa douche, il sort de l'eau qui est chaude, et qu'on a de l'eau froide qui rentre dans l'appartement ou dans la maison, qui vient des réseaux, et qu'on dépense beaucoup d'énergie à la chauffer, et que si on faisait cohabiter les deux tuyaux, il y aurait moins à chauffer celle qui rentre dans le ballon. Alors laissez-moi deviner, ça s'appelle Thermi-Up. Absolument. C'est ça. Gagné. On en a une qui est là dans l'espace du concept et qui arrive à le traduire dans le bâtiment et qui est une start-up qui se dit, une fois qu'on a dessiné une coque, un immeuble, il y a une infinie façon de concevoir les espaces intérieurs. Et si on essayait de combiner à la fois les techniques constructives, les souhaits d'aménagement des différents acheteurs et la capacité à respecter les 72 000 pages du Code de l'urbanisme, et qu'on mettait un peu d'intelligence là-dedans, on pourrait à la fois fabriquer un objet qui colle beaucoup plus aux attentes des différents habitants et en plus ça, qui puisse évoluer dans l'avenir. Et ça, c'était fascinant comme présentation. J'ai trouvé... très très intéressant en partant d'un concept hyper futuriste et de se dire comment dans la vraie vie ça peut je dirais se traduire ces milliers de possibilités dans quelque chose qu'on peut construire, quoi. Oui.
futuriste avec un mot latin, ce qui était assez intéressant finalement, parce qu'on revenait à la construction des Romains. Donc c'est modus aedificandi. Exactement. Ouais, les Romains avaient déjà compris des tas de choses, Oui. jusqu'à voir la complexité de construire une route en travaux publics, et qu'ils avaient déjà tout inventé. Mais toutes les innovations nous entourent, il ne manque que le cerveau pour les voir. Absolument, et puis connaître le passé. Oui. Histoire de ne pas réinventer les mêmes bêtises. Alors après, on a primé une entreprise qui vise à se poser la question de comment on peut réinventer le travail du bailleur individuel qui ne souhaite pas passer par une agence. C'est à peu près la moitié en fait des appartements en location en France. Et ils se sont dit comment on peut approcher ce marché-là et faciliter la vie de tout le monde de telle manière à ce qu'on trouve, je dirais, plus de professionnalisme, parce que ça reste compliqué, de la rapidité, de l'usage. On est vraiment dans l'adaptation aux mœurs actuelles de consommation d'une profession qui est une profession très ancienne. Donc là aussi, c'était un petit pas de côté par rapport à des exercices très techno, parce que là, c'est pas de la techno, c'est vraiment de l'usage et du service. De l'usage et du service, avec une vision aussi moderne de la logistique et de l'habillage d'un appartement. Là aussi, un sujet qui est vraiment sympa, et qui était en effet notre 4e entreprise primée, qui est partie du principe qu'une partie des locataires, finalement, consomment du meuble de manière assez impersonnelle, finalement. Et qu'il y avait cette idée à la fois de la durabilité du meuble pour éviter de retrouver les commodes et les bibliothèques Billy sur le trottoir, mais que pour assurer une permanence du mobilier, son recyclage entre locataires et faciliter la vie finalement aussi du bailleur, notamment du bailleur en meublé, il y avait un écosystème à monter autour du meuble. Et donc là, on est parti de gens qui avaient un insight hyper logisticien, hyper supply chain, hyper stockage, hyper montage. Pas du tout parti de la coquille immobilière, on est parti du meuble. Et donc là, c'était marrant parce qu'ils avaient vraiment une approche qui était tout à fait différente d'un professionnel de l'immobilier qui regarde d'abord les murs. Eux, ils ont regardé le contenant. Et j'ai trouvé ça aussi vraiment bien. Et donc d'un côté, on a Vestalis, qui est l'entreprise de mise à disposition de meubles pour les meublés, c'est ça ? Absolument. Qui va du choix au montage. Et à faire tourner le stock pour le garder en vie le plus longtemps possible, ce qui est aussi dans l'air du temps en termes de durabilité. C'est ça. Absolument. Et l'autre, c'était Clawer, qui est en fait un outil logiciel. On pourrait dire fiscalo-comptable. Faciliter la vie du bailleur, voilà. Et tenir compte de cette complexité importante pour un particulier d'avoir à gérer son bien et de le faire de manière très fluide. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces entreprises ? Puisque l'apport financier, le prix, c'était pas important finalement. C'est pas ça qui va se passer. C'est toujours sympa, ça paye quelques pizzas, mais enfin c'est pas le cœur du sujet. Non, mais c'est ça, quand on assistait à cette remise de prix, on a vite compris que l'intérêt n'était pas dans la remise d'un prix et basta. C'était bien plus que ça, puisque maintenant elles vont bénéficier d'un accompagnement ou... Oui, alors je pense que plus que l'accompagnement c'est toujours sympa. Honnêtement, quand on est une jeune entreprise, bénéficier de regards croisés de professionnels, ça permet d'accélérer, de challenger, de trouver des idées. Donc ça, c'est un volet qu'on mésestime pas. En plus, au Crédit Agricole, on est hyper fiers parce qu'avec le réseau des villages, on est probablement le premier accélérateur de start-up en France. Donc il y a beaucoup de villages en plus. 43. Oui. 43 villages de l'innovation, donc on héberge plusieurs milliers de start-up. Donc voilà, c'est un truc qu'on aime bien faire. Mais deux autres facteurs, un petit facteur de notoriété, parce que gagner un concours dans la vie des startups, c'est des choses qui sont importantes en visibilité. Puis ça rassure les banquiers, ça rassure les fournisseurs de se voir dans la presse. On n'aime pas le risque en fait. Oui, mais non, on aime bien l'exposition, on va le dire en positif. Moi, je suis toujours très positif. Et le troisième facteur qui est peut-être le plus important, ce qu'on leur offre, c'est des références. Et quand on est une jeune entreprise, avoir ses premiers clients, avoir les premières démonstrations vraie grandeur que les idées qu'on a, elles s'appliquent dans la vraie vie,
ça n'a pas de prix. Et qu'elles ont trouvé à séduire déjà. Et que les premiers, c'est toujours les plus difficiles. Et Oui. donc, ce qu'on leur offre, en plus de l'accompagnement et encore en plus d'un peu d'exposition médiatique, parce qu'on leur offre, c'est d'expérimenter avec nous leurs solutions en vraie grandeur, avec des vrais clients dedans, et de montrer à tout le monde que c'est une super idée. Alors expliquez-nous, comment est-ce que vous allez les aider à expérimenter leurs produits ? On va le faire, quoi. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire ? C'est pas compliqué, hein. Quand on dit qu'on travaille, on va travailler. Oui. Je prenais la première parce qu'elle est dans le physique. Quand on construit des immeubles ou quand on en rénove, on va choisir quelques programmes qui s'y prêtent. Et puis on va installer le matériel dedans. Voilà. Quand on est sur le domaine de la conception de ce bâtiment de bain, on va essayer de trouver un programme sur lequel le mix finalement d'urbanisme, de volonté du territoire, de taille d'immeuble se prête bien à une approche qui est très innovante là-dessus. Et on va essayer de monter un programme qu'on va concevoir avec eux comme ça. Voilà. Donc on est bien dans la mise en œuvre en vraie grandeur de leurs idées. Est-ce que vous pensez à déjà un futur appel à candidature, un futur projet pour continuer à penser la ville de demain ou peut-être recommencer à penser à autre chose d'ailleurs ? Bon, c'est un bon thème, celui-là il est inépuisable, on en a pour quelques années avant d'en voir le bout. Oui, probablement, pas forcément sous cette forme-là, parce que je pense que c'est aussi intéressant, enfin voilà, mon cœur balance. Le refaire dans le même format, ça permet de continuer une expérience qui marche bien, on s'est un peu rodé, on a cherché quels étaient les bons leviers, on va apprendre d'ailleurs de la première promotion. Oui. Et donc peut-être qu'on refera quelque chose qui ressemble à cet appel à projet, et peut-être qu'on travaillera sur d'autres domaines. Moi, j'ai quelques idées, je me suis aperçu, je viens d'autres horizons professionnels, ça fait 5 ans et demi que je suis dans cette profession. On est une profession qui utilise pas beaucoup la puissance de nos chercheurs. Il y a assez peu de recherche fondamentale sur nos métiers. Il y en a beaucoup sur le volet sociologique de la ville. Oui. Là, on manque pas de sociologues en France. Par contre, les gens qui sont dans le data, c'est pas un secteur qui a beaucoup utilisé nos matheux. Et donc, je me dis qu'on a peut-être quelque chose à faire sur le côté quanti, en relation avec nos chercheurs qui sont absolument excellents dans plein de domaines. Et la ville et la data, c'est un sujet où on pourrait faire des choses. Donc, on verra. Merci beaucoup, Marc Oppenheim. Merci.